15% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur AT&T. Alors, est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. Avant de commencer, en premier lieu, on va s'intéresser à la viabilité du business. En second lieu, on va s'intéresser à la valorisation. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je donnerai mon avis, sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier. Cette vidéo consiste seulement en une analyse quantitative et qualitative d'une entreprise. Donc aujourd'hui, on est sur AT&T qui opère dans le service des communications, donc télécommunications aux États-Unis. Donc il y a trois acteurs primordiaux. Donc il y a AT&T en premier, ensuite il y a Verizon et ensuite il y a T-Mobile. Donc ils sont trois aux États-Unis qui possèdent la plupart du marché. Donc les trois se gèrent à peu près de manière égale, 30% du marché, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de positions concurrentielles. Donc ça, vous pouvez le voir d'à peu près tous les pays, avec en France Orange, SFR, Bouygues et Free, etc. Après, je connais assez peu les autres pays. Donc on est sur une entreprise qui, depuis un certain long moment, c'est-à-dire donc depuis 2015, ils sont plus à 32, donc 2016, aujourd'hui on est à 16. Donc on va aller le mettre en tout et on va aller voir que vous avez vu quand même qu'à certains moments, de 3 jusqu'à 7 et ensuite à 8 on est descendu et ensuite on est remonté jusqu'en 2016 à 32 et ensuite voilà la catastrophe. Vous voyez comment ça se profile d'ici. Vous voyez comment ça se profile, on a d'ici à ici. Vous voyez comment ça se profile, on a d'ici à ici une super belle baisse, vous la voyez, elle est quand même extrêmement forte et elle dure donc depuis un peu plus de 4 ans, voire beaucoup. Elle dure donc depuis un peu plus de 6 ans, voire bientôt 7 ans. Donc c'est quand même énorme, donc on va aller comparer ça, on va aller maintenant regarder son compte de résultat. Donc ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que étant donné qu'elle a une part de marché qui est assez forte, donc c'est pas aujourd'hui techniquement qu'elle serait censée disparaître, ce genre d'entreprise. On est sur les télécommunications, mais même si vous le voyez quand même que depuis 2016, le revenu total à 163 millions est passé aujourd'hui à 120 milliards. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a eu une baisse de revenus à ce niveau-là? Pourquoi est-ce que nos coûts des marchandises ont diminué? Nos dépenses d'exploitation ont diminué aussi en même temps? Ça, je pense qu'il faut aller le regarder dans les bilans financiers parce qu'une entreprise qui perd autant de revenus total, alors que si vous comparez ça à T-Mobile ou à Verizon, on n'a pas du tout une baisse à ce niveau-là. Alors peut-être qu'elle s'est fait grignoter ses parts de marché par Verizon, peut-être qu'elle s'est fait grignoter ses parts de marché par T-Mobile. Allez regarder ça dans vos bilans et allez essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'en 2016 on était à 163 et qu'aujourd'hui on est à 120, ce qui pourrait peut-être expliquer la baisse comparé à Verizon qui lui par contre continue de baisser, c'est-à-dire au même niveau qu'AT&T, donc depuis 2016-2017, alors que lui par contre son revenu total augmente mais de manière assez stable mais croissante chaque année. Donc dans le coût des marchandises on voit la dépréciation qui est assez importante, mais donc je pense qu'il y a dû avoir une scission, on va la regarder ici dans le bilan en total des actifs, même si on a une énorme augmentation. Vous voyez que les actifs ont diminué de façon drastique, total d'actifs courants. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu autre actif courant total, je ne sais pas à quoi ça faisait référence, 126 milliards, mais aujourd'hui on l'a perdu. Alors assez dur quand même à essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut être. En termes de dette totale, pareil, en fait on est sur des dettes totales complètement majeures, c'est-à-dire que c'est extrêmement important. Maintenant, on va aller quand même regarder un petit peu le revenu net pour comprendre au bout de combien de temps est-ce qu'elle pourrait rembourser donc cette dette. En termes de revenu net, vous voyez que ça a l'air quand même assez changeant et assez moche, Vous voyez qu'on a eu des revenus nets quand même assez faibles. Alors pourquoi? On le voit ici, la revenu hors exploitation, donc charge d'intérêt sur la dette, déjà on y arrive sur 6, 7, 8, putain c'est énorme, même si maintenant on commence un petit peu à baisser en termes trimestriels. Bon, on voit que non, pas forcément, parce on remprunte de la dette. On voit surtout, c'est produits et charges exceptionnelles. Là vous le voyez, dépréciation d'actifs, c'est-à-dire qu'en gros l'entreprise qui a des antennes des antennes de télécommunication depuis un certain long moment a dû réévaluer les actifs qu'elle avait dans son bilan et donc ça lui a fait perdre 19 milliards en 2020 et 27 milliards en 2022, sachant qu'elle a dû déployer la 5G, c'est-à-dire avoir des dépenses d'immobilisation majeures et qui donc vont continuer, étant donné que si je me trompe pas c'était 50 milliards pour pouvoir utiliser le réseau 5G et ensuite il faut construire ce réseau 5G, c'est-à-dire que aux États-Unis c'est quand même assez important et donc vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui AT&T est donc face à une très très grosse dette. En termes de bénéfices d'exploitation par rapport à la charge d'intérêt, on est quand même sur un petit peu plus de 30% si je me trompe pas, 6, on arriverait à même plus de la moitié, 40% de charge d'intérêt sur notre bénéfice d'exploitation, ce qui nous fait ensuite arriver à effectivement des charges très importantes, même si là on a vu par exemple les taxes ont été
moins fortes quand on a fait nos dépréciations extrêmement fortes. Bon, on va quand même les comparer avec nos free cash flow. On voit que nos free cash flow en moyenne sont toujours positifs, même quand notre revenu net ne l'est pas, c'est-à-dire que nos dépréciations sont peut-être rentrées dans notre bilan comptable, mais dans notre cash lié aux activités d'exploitation, ils ont été rajoutés. Voilà, dans fonds provenant des opérations, on a le revenu net et voilà, dépréciation et amortissement, et vous voyez que ça augmente notre fonds provenant des opérations, étant donné que, là vous l'avez vu, en 2020 et en 2022, on a eu donc des dépréciations et amortissements assez importantes, et donc ces éléments, vous les voyez, éléments hors trésorerie, hop, qui viennent se rajouter. En 2020, la dépréciation de 28, on a récupéré 29, et en 2022, la dépréciation de 19, on a récupéré 20. C'est-à-dire que c'est des techniques comptables, donc ils ont dû faire une dépréciation, mais ces dépréciations, donc ces éléments hors trésorerie, viennent se greffer au cash lié aux activités d'exploitation qui vont faire que notre free cash flow va être plus important que nos revenus nets, même si c'est là qu'il va falloir donc faire notre valorisation, c'est-à-dire que là, regardez, en ratio prix-flux de trésorerie qui est donc assez faible, même si on voyait qu'en moyenne elle était quand même assez faible, donc on est sur à peu près la moitié de ce qu'on a pu avoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce cash là? On va aller regarder en trimestre, qu'est-ce qu'on fait avec ce cash là? Donc on a des dépenses d'immobilisation extrêmement fortes, on a des achats d'entreprise. Alors pourquoi est-ce qu'on va aller essayer, je ne sais pas, d'aller peut-être acheter des compétiteurs qui vont aller vendre des produits? Parce que si vous allez par exemple sur le site d'AT&T, vous pouvez aller acheter un iPhone 15 par exemple avec une puce AT&T, ce qu'on peut avoir chez SFR, etc. En France. Maintenant, vous voyez que les dépenses d'immobilisation sont assez importantes. On va aller quand même les mettre en relation avec ici notre dépréciation et nos amortissements. En termes de cash flow, ici on va aller mettre nos dépenses d'immobilisation, et on voit que les dépenses d'immo couvrent à peu près les dépréciations, voire que même d'ici à pas longtemps, les dépréciations étaient plus importantes que nos dépenses d'investissement. Pourquoi? Est-ce qu'on essaie d'être un tout petit peu plus efficient? Est-ce qu'on essaye donc d'avoir moins de dépenses d'investissement et de dépenser mieux peut-être? À vous d'aller regarder ça dans les éléments financiers. Maintenant, si on regarde par rapport au cash les activités d'exploitation, on est quand même sur un 40%, c'est-à-dire qu'on sait que ce domaine-là demande énormément de réinvestissement. Sur Verizon, on a à peu près pareil, on a entre 30 et 40%. Donc est-ce qu'on peut les comparer ces deux entités? Je pense que oui, et je pense qu'aujourd'hui Verizon est quand même mieux positionné qu'AT&T. Maintenant, qu'est-ce qu'on va aller faire le reste avec notre argent? On voit qu'on va aller racheter nos actions. Voilà. Alors que voilà, de base, on doit aller racheter notre dette, et allez, on va aller émettre des actions en fait. Là on voit que la dette, on la rachète effectivement, mais on continue de verser un dividende et on continue de racheter nos actions. Alors évidemment, ce sont des actions, comme on dit, à rendement, c'est-à-dire que c'est des actions qui continuent de verser un dividende. Mais si aujourd'hui vous n'avez pas la possibilité de continuer à verser un dividende parce que vos intérêts sur la dette sont trop importants, est-ce que ce serait pas plus intéressant d'essayer de couper ce dividende ou couper la moitié de ce dividende pour aller continuer à remettre de la dette? Parce que effectivement, si vous coupez votre dividende ou si vous baissez votre dividende, il va y avoir des personnes qui vont partir. Il va y avoir des personnes qui vont partir d'AT&T, étant donné que AT&T c'est pas un business model exceptionnel. Quand on a des dépenses d'immobilisation aussi importantes, quand on a des revalorisations de nos actifs aussi importants, on sait que c'est des entreprises avec capital intensif. Donc forcément, même s'il n'y a pas beaucoup de concurrence et qu'on est sur une position dominante, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Potentiellement, vous l'avez vu avec Starlink de Elon Musk, est-ce que ça va pas faire la concurrence AT&T ou Verizon? Voilà. Est-ce que par exemple, donc là on va les regarder dans l'earning release, on a des revenus qui augmentent seulement de 1% par rapport à hier, on a des cash from operation activities qui augmentent par rapport à l'année dernière, donc ça c'est quand même assez intéressant. On a un free cash flow qui augmente, donc ça c'est normal parce que juste on fait un petit peu moins de dépenses d'immobilisation, donc ça aussi voilà, on peut, c'est des techniques comptables, donc il faut faire attention. Nous ce qui nous intéresse c'est les delivered, donc c'est-à-dire le post-paid phone net adds, ça on sait qu'il y a une assez grosse croissance. Ensuite AT&T fibre net adds, donc c'est-à-dire la nouvelle fibre, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont le faire? Consumer broadband revenu drive par AT&T fiber, revenu gros 26 millions, 26%. Donc ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver les relais de croissance. On voit qu'ici, voilà, Mawiliab 5G Network, et on a Scale le 5G par rapport aux autres bandes, on est à peu près sur 190 millions de personnes et un peu plus de 200 millions avec la 5G à la fin de l'année. Maintenant, nous ce qu'on veut savoir c'est les marges. Est-ce que les marges brutes change pas? On a des marges brutes qui augmentent, ça c'est super intéressant. On a des marges opérationnelles qui augmentent aussi. Par contre, nos marges nettes, on voit qu'elles ont été négatives à certains moments. Alors ça, on l'a vu en tout cas sur nos revenus nets, c'est une technique comptable, donc il faut faire attention. Voilà, là vous le voyez sur TradingView, on a nos marges nettes qui diminuent, mais par contre je pense que si on la regarde, en tout cas je ne sais pas si on peut la voir à ce niveau-là, ou est-ce qu'il va falloir aller dans l'annual report? En tout cas ici ils n'ont pas l'air de me parler des marges, non c'est pas le cas, ils me parlent pas de marge, donc je pense qu'il faut aller le regarder dans le revenu annuel.
Mais en tout cas, nos marges opérationnelles et nos marges EBITDA augmentent. Ça, c'est tout à fait à notre honneur et c'est tout à fait intéressant et c'est ce qu'on recherche en tout cas sur ce genre d'entreprise. Donc on va quand même les mettre en trimestriel. On voit que la marge brute continue d'augmenter. Donc en fait, ce qu'on arrive à vendre, c'est intéressant. Notre marge opérationnelle continue d'augmenter, c'est-à-dire qu'on fait moins de dépenses d'immobilisation, on va avoir moins de dépenses d'exploitation. Et au final, on arrive à être de plus en plus efficient. Alors, est-ce que c'est assez intéressant pour nous? Effectivement, est-ce que ça à mettre en comparaison avec Verizon et T-Mobile? Oui, aussi. Est-ce que ces marges brutes ont tendance à augmenter dans le secteur ou est-ce que AT&T arrive à les augmenter parce qu'elle a des meilleurs produits? Parce que elle arrive à aller faire des partenariats comme on a pu avoir avec Verizon et Netflix là dernièrement. Pour à 10 $, vous avez Netflix et un abonnement Verizon par exemple. Ce genre de choses-là font augmenter le nombre de personnes inscrites et ensuite quand vous augmentez les chiffres, même si le nombre de personnes inscrites pourra diminuer, vu que vous l'avez augmenté par derrière, ben là, votre marge va augmenter et au final vous aurez le même nombre d'abonnés qu'avant avec une marge plus forte. Alors ça c'est quand même assez hypothétique, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. On a regardé notre valorisation, donc maintenant avec nos 15% de rendement, en tout cas sur les bénéfices nets, même si vous savez que vous aurez 6 à 7% parce que le reste doit être mis en investissement d'immobilisation, c'est-à-dire qu'au pire vous pouvez récupérer peut-être un 9% si on va aller pas racheter notre dette, mais sachant qu'aujourd'hui notre dette est beaucoup trop importante, même si on arrive à avoir de meilleurs actifs de qualité, même si on arrive à avoir des marges beaucoup plus importantes, il faut rembourser notre dette et c'est sur ça que va se jouer AT&T et Verizon sur les prochaines années sur le remboursement de la dette. Est-ce que nos management en parlent? Est-ce que c'est quelque chose d'important ou est-ce qu'on nous parle seulement de la croissance? Parce que qu'il y ait de la croissance ou pas sur ce genre de business, ça stagne en fait. On est sur des machines à cash aujourd'hui. Alors est-ce qu'il y a un intérêt à aller continuer à nous rembourser de l'argent, continuer à nous verser de l'argent, à nous donner tout ce que vous faites, ou est-ce que, sachant que vous n'avez pas de croissance, donc vous avez deux business models, c'est soit vous nous reversez tout ce que vous gagnez, soit vous reversez et ensuite vous repayez la dette. Ça c'est ce qu'on veut voir. Je veux voir des dépenses d'immobilisation, mais je veux pas avoir de capex de groupe sur ce genre d'entreprise. Je veux voir un management qui nous parle de réduction de la dette. Aujourd'hui, c'est pas le cas, donc je pense que sur AT&T, il faut aller voir quand même, il faut aller faire un petit peu attention et je pense qu'il faudrait peut-être l'acheter au total de ses actifs ou en tout cas enlever la dette, faire vos propres manières de valorisation. En tout cas, moi, je reste à l'écart de ce genre de valeur. En tout cas, je mettrai une toute petite partie de mon portefeuille parce que le management aujourd'hui ne nous parle pas de réduction de la dette, on ne nous parle pas de réduction du dividende, on est seulement dans des actions bêtement de rendement et aujourd'hui, étant donné que du rendement on peut l'avoir de manière assez simple avec des actions du Trésor américain, aujourd'hui ces actions ne sont pas valorisées. Alors est-ce que vous voulez jouer par exemple une valorisation telle que 2024-2025 fin des taux et AT&T pourra donc verser son dividende et sera une des entreprises les plus intéressantes à ce niveau-là? Peut-être. En tout cas, si tant que les taux sont élevés, on ne nous parle pas de remboursement de dette, moi, je ne mettrai pas un penny sur ce genre d'entreprise. Voilà. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.